Comment trouver sa voie? Comment oser se lancer? Et comment oser sortir du cadre, prendre des décisions qui sont parfois à contre-courant de ce que la société et nos proches nous renvoient et nous conseillent? C'est ce que je vous propose à travers l'interview de Manon. Belle écoute! Bienvenue sur le podcast La force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes voulant vivre une vie qui leur ressemble vraiment, en pleine confiance, sécurité et liberté. En solo ou avec des invités de qualité, je te transmets des clés pour apprendre à transformer ta vie personnelle et professionnelle. Ce podcast est ton outil pour prendre le plein pouvoir de ta vie. Je suis Valentine Vranx, entrepreneuse et coach en épanouissement. Je t'accompagne à viser l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour déployer ton plein potentiel et vivre la vie qui t'inspire vraiment. Bonjour Manon, bienvenue sur le podcast La force est en toi. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Hello, bah écoute, merci à toi. Je suis trop contente d'être là aujourd'hui. Trop chouette. Eh ben écoute, je propose que tu commences simplement par te présenter de la manière dont tu le souhaites et puis on rentrera un peu plus en profondeur dans l'échange. OK. Ben moi, c'est Manon, j'ai 28 ans, 29 dans quelques jours. Je suis entrepreneuse depuis le début d'année. Moi, j'accompagne les entrepreneuses à donner vie à leurs projets. Avant ça, j'ai eu, un chemin plutôt classique, que moi j'aime bien appeler la voie royale, qui est, longues études, master, CDI, beau poste, remise en question, entrepreneuriat. Donc voilà un petit peu pour le chemin. Et sinon, j'habite, près de Paris et à côté de mon travail, je fais beaucoup de sport, je danse depuis plus de 15 ans et je vis avec, mon copain et mes 2 petits chats. Et du coup, ouais, tu commencé, c'est tout récent en fait, ton aventure entrepreneuriale, ça a commencé ici début 2023, c'est ça? Exactement, ouais, en janvier 2023. OK, et tu nous as dit que tu es entrepreneuse et quel est ton cœur de métier? Alors moi du coup, alors si on parle un petit peu d'étiquette, moi j'ai l'étiquette, consultante business, où je vais avoir des sujets comme, la stratégie, la structuration, la gestion de projet. Donc c'est des choses qui sont pas très sexy dit comme ça, mais moi je préfère dire que en fait j'aide les entrepreneuses à savoir vraiment où elles veulent aller avec, leur entreprise, et ensuite comment elles y vont. Donc comment elles passent des idées à des objectifs concrets et à une feuille de route cohérente et après comment elles structurent leur entreprise pour les aider à atteindre ces objectifs, sans s'épuiser, en mettant les ressources au bon endroit, en déléguant si besoin. Enfin voilà, je fais un petit peu le tour, mais j'aime bien dire que je prends les gens au niveau de la vision parce que souvent, tu as des gens qui sont débordés, qui veulent aller plus vite. Mais moi, comme je dis aux gens: «Je peux vous aider à aller plus vite», mais si vous allez plus vite au nord, alors que vous voulez aller plus vite au sud de base, ça va pas être très utile. Donc on commence vraiment par savoir quelle est la vision, quelle est l'ambition des personnes, quel est leur pourquoi et après on va venir, mettre tout ça en forme. Et ouais, ouais, je pense aussi que c'est, essentiel, enfin, c'est aussi un travail que moi je fais avec mes clients de d'abord partir de soi, en fait. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et OK, après au-dessus venir rajouter, les stratégies qu'il faut, la direction qu'il faut, la construction qu'il faut. Mais c'est ça, si de base tu sais pas à quoi ta maison doit ressembler, c'est difficile de mettre des murs, dans le bon sens, quoi. Bah, c'est ça. Moi, je dis souvent que ceux qui parlent d'organisation, qui cherchent des tips d'organisation, des trucs comme ça, c'est comme, vouloir, choisir la couleur de ses rideaux alors que sa maison elle est pas encore construite. Tu vois? C'est d'abord on fait la base, on pose les fondations et après, tu vois, on va venir construire au fur et à mesure mais ça sert à rien d'aller trop vite parce que sinon en voulant gagner du temps, on risque d'en perdre a posteriori 6 mois, 1 an après en disant: «Bah, en fait, ouais, ça marche mais c'est pas du tout ça que je voulais finalement». Donc on repart de la base. Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. Et par rapport du coup à ton parcours, tu as dit que tu as suivi un peu, la voie royale. Mmh. Qu'est-ce que tu as fait du coup, comme études, master? Dans quoi est-ce que, tu as été employée? Alors moi, du coup, bon, j'ai fait, je pense la première étape du bac, enfin de la voie c'est le bac. J'ai fait mon bac S, tu vois? Donc qui était un petit peu déjà considéré comme le truc un peu des grosses têtes, tu vois? Du lycée. Donc j'ai fait mon bac S. Ensuite, alors moi, je voulais être vétérinaire depuis que j'étais toute petite. Donc j'avais été acceptée en prépa, véto, donc au lycée Hoche à Versailles. Donc j'étais trop, trop contente, j'étais en internat et cetera et là, ça a été mon premier échec et je pense le plus gros, même si a posteriori, je vois plus ça comme un échec, mais en fait, je me suis pas du tout sentie à ma place. J'ai pris peur et du coup, j'ai arrêté.
Donc ça a été le premier gros moment de ma vie où je me suis posé la question de: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» J'ai 18 ans, ça fait, depuis que je sais me souvenir, que de ce que je veux faire dans ma vie, que je vais être véto. Qu'est-ce qui va se passer? Mmh. Donc Et c'était un échec, ouais. échec scolaire ou plutôt échec de te rendre compte, en fait, que c'était pas ça que tu avais envie de faire? Alors, je pense que ça a été avant tout une grosse trouille, mais OK. vraiment, c'est que j'avais 18 ans, c'est la première fois que je quittais ma famille, que je partais de chez moi. J'avais toujours, eu des alors, j'aime pas dire ça, mais des facilités à l'école. Je déteste dire ça parce que j'ai travaillé pour ça, tu vois? Mais je veux dire, j'ai toujours été, 1re de ma classe et cetera, et en fait, là, je me retrouvais avec que des gens qui étaient comme moi, que des gens qui étaient des têtes, que des gens qui étaient premiers de leur classe et moi, je voulais absolument le concours véto. Le concours véto, il y avait 200 places à l'année. Nous, on était déjà 2 promos de 50, en sachant que des prépas véto, il y en a plein en France. Je m'étais dit: «Mais si j'ai pas ça, qu'est-ce que je fais?» parce que les autres avaient un plan B, chercheur et cetera. Moi, c'était véto ou rien et du coup, c'était même pas en fait, je me suis même pas laissé le bénéfice du doute. J'ai juste eu peur et au bout un mois et demi, je me suis dit: «Bon, bah, non, j'arrête». Je l'ai beaucoup regretté, mais je pense que j'étais pas prête, mentalement, en fait. J'étais peut-être trop jeune et j'ai beaucoup regretté parce que pendant plusieurs mois, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Donc je regrettais encore plus ce choix parce que je me suis dit: «J'ai loupé le coche, quoi». Donc ça va, c'est que comme j'ai arrêté tôt en cours d'année, j'ai pas perdu une année. On a pu me remettre dans une autre voie. Donc je suis partie en DUT, gestion entreprise administration. Puisque comme je savais pas quoi faire de ma vie et que j'étais un peu bonne dans tout, on m'a dit: «Bon, bah, c'est un truc qui est assez large et ça te permettra de voir, ce que tu veux faire de dans une entreprise» entre guillemets. Et à la fin de l'année, j'avais le choix entre choisir l'option finance ou RH. J'étais bonne dans les 2, mais je n'avais pas non plus forcément de grosses préférences et je me suis dit: «Bon, RH, normalement, je vais être salariée, je vais avoir un contrat de travail, ça peut me servir». Donc j'ai pris l'option RH et là, ça a été, révélation. La deuxième année, j'ai adoré en fait, ce que j'ai vu en RH. Donc je me suis dit: «Cool, j'ai retrouvé ma voie». Donc moins de regrets pour la prépa véto. Mmh. OK, OK. Et ouais, je précise pour ceux qui savent pas, RH, c'est les ressources humaines. Oui, ouais. Tu te lances là-dedans, tu fais ton master en RH, du coup? Ouais, c'est ça. Alors, moi donc j'ai fait mon DUT GEA. Ensuite, je suis partie, à Dauphine pour faire de l'alternance. Donc, j'ai pas choisi tout de suite la spécialité RH. Je suis restée en sciences de gestion. Donc sciences de gestion, ça reprend tout ce qui est finance, contrôle de gestion, marketing, vraiment en fait toutes les fonctions un peu support d'une entreprise. Parce que, j'avais déjà cette vision long terme de me dire: «Je veux un poste qui me permette d'échanger avec toutes les parties prenantes de l'entreprise». Et pour que je puisse échanger avec elles, il faut que je puisse les comprendre et parler leur langage. Donc parler autant le langage du marketing que le langage des chiffres, que le langage, de la gestion de projet. Donc je me suis vraiment spécialisée en RH que sur mon master, en fait. Donc voilà, en alternance, j'ai fait, 3 ans et demi d'alternance du coup et après je suis rentrée dans le grand bain de la vie active. Donc j'ai commencé par, sortir des RH. Alors bon, bah, voilà, j'avais tout fait et première expérience, je sors des RH, parce qu'on me propose un poste de manager, en grande distribution. Donc j'avais, tout pile 22 ans. On me demande de manager, enfin on me propose de prendre un poste où je manage 120 personnes. Et en grande distribution, donc en fait, bon, je pense que tout le monde voit Auchan, voit ce qu'est Auchan et en fait, moi, j'étais responsable des caisses dans un hypermarché Auchan. Donc en fait, j'étais responsable des 120 hôtesses et à côté de ça, je gérais mon secteur. Donc je gérais mon secteur sur la partie commerce, sur la partie chiffre, sur tout ce qu'il faut en fait pour gérer un secteur. Donc ce qui est drôle, c'est que la le 1er jour où je suis arrivée, j'ai une hôtesse qui me regarde et qui dit: «Mais c'est elle qui va nous manager, elle a encore du lait qui lui sort du nez». Et moi, j'étais là en mode: «OK». Ambiance. J'étais là: «Bon d'accord». Bon finalement ça s'est super bien passé, je suis restée 1 an et demi et après je suis retournée dans les RH où j'ai pris un poste de responsable de développement RH. Donc en gros, pour grossièrement, c'est, gérer, créer et déployer la stratégie RH d'une entreprise. Donc c'est tout dire, bah, en formation, quelle est notre stratégie? OK, bon on va développer ça. En alternance, quelle est notre stratégie? On va développer ça. En communication interne, externe, voilà, sur tous les pans RH. C'était partir d'une feuille blanche et vraiment créer la stratégie, France, d'une entreprise. Donc très très bonne expérience aussi. Challengeante, où je ne me suis pas écoutée, ce qui m'a conduit à un burn-out Mmh. et après coup, je me suis lancée dans le bain de l'entrepreneuriat. Voilà. OK, OK. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je faisais aussi un live Instagram ce midi et c'était pareil. Le salariat, ça plaisait bien jusqu'à l'épuisement, Mmh. burn-out, ou après on part dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que,
t'en es arrivé, enfin, si c'est OK pour toi d'en parler, hein, tout doucement du coup au burn-out? Est-ce que c'était plutôt, le travail en lui-même qui te plaisait pas ou la surcharge un peu de travail que tu as fait? Enfin, que tu avais plutôt, c'est quel facteur un peu qui t'a, ben, mise, là-dedans? Alors moi, ce qui est drôle, c'est que, enfin ce qui est drôle, c oui et non, mais je ne m'écoute pas. J'apprends à m'écouter, mais j'ai toujours eu ce truc de, ces injonctions de faut se donner les moyens, faut pas enfin en gros, no pain no gain un peu, tu vois? Ce truc de, j'ai toujours été assez dure avec moi-même et ce qui est drôle, c'est que j'ai quitté Auchan parce que j'ai fait ce que un «pré-burn-out» entre guillemets, mais là qui était physique. En fait, Auchan, c'était assez dur puisque je pouvais faire du 6h-22h. Parfois, j'avais 10 jours de travail sans repos. Des fois, bah, je finissais à 22h30, je reprenais le lendemain à 6h. Mon jour de repos, c'était jamais le même. Donc en fait, je suis arrivée à une, fatigue physique, où un jour, je sais pas, je vais voir mon médecin, je crois que c'était pour, un truc de dents, ça a rien à voir. Il prend ma tension, genre j'avais genre 16 ou 17 et il me dit: et quand je me suis arrêtée, il m'a arrêtée, 1 semaine et je me suis rendue compte à quel point j'étais fatiguée. Donc je me suis dit: «Non, bon là, ça peut pas continuer». J'avais envie de retourner dans les RH, donc ça a été ma première prise de conscience, de dire: «Bon, je me suis pas écoutée physiquement et je vais changer de travail» et mon second, quand j'étais responsable RH, c'était plus une fatigue vraiment, psychologique, mais je me suis pas écoutée aussi. En plus, j'étais à nouveau manager, j'avais une équipe de 4 personnes, enfin 3 à 4, ça changeait et on avait énormément de projets. Moi, j'avais 14 projets à développer à l'année. Des fois, tu avais un budget de 0 €, parfois tu avais un budget de 500 000 €. J'avais une hiérarchie qui était pas trop raccord avec les RH, donc on manquait vachement de sens. C'était: «OK, on y va», puis 6 mois après: «Non, on n'y va plus», puis on y reva. Donc il y avait aussi je pense qu'il y a eu un manque de sens, un manque de reconnaissance, un manque d'effectifs. Moi, j'alertais beaucoup sur le manque d'effectifs et comme j'étais manager et que je voyais que mes équipes pouvaient être en souffrance, je prenais cette charge de travail sur moi parce que je ne voulais c'était mon rôle entre guillemets de les protéger, de faire tampon, tu vois? Tampon autant sur la charge de travail que sur la recherche de sens, que sur la motivation, la reconnaissance. Donc en fait, j'ai tout pris sur mes épaules, en ne m'écoutant pas, quand même donnant des alertes, mais un jour on m'a dit: «Ouais, mais tu vas aller au burn-out». Je me suis dit: «Mais non, pas moi», tu vois? Genre ça me paraissait tellement, lunaire que, j'avais trop la tête dans le guidon. Puis jusqu'au moment où, bah, le corps, et le cerveau, il dit: «Stop», quoi et là, tu l'as pas trop vu venir et tu te dis: «Bon, il va falloir 1 l'accepter, 2 se reposer et 3 en tirer, les conséquences», quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi du coup de t'orienter vers l'entrepreneuriat et pas, un autre métier en tant que salarié? Bah, j'avais déjà changé plusieurs fois d'entreprise et à chaque fois, il y a des choses qui ne m'allaient pas et je pensais qu'en fait, en changeant d'entreprise, en changeant de secteur, en changeant de métier, ça allait aller mieux. Sauf que je me confrontais toujours déjà aux mêmes problématiques, ce même problème de quête de sens, ce même problème de bah, tu vois, j'étais notamment dans des grosses entreprises aéronautiques et cetera et je trouvais que ça matchait pas avec mes valeurs. Je mettais mon cerveau à profit, tu vois, de choses auxquelles je croyais pas trop ou même, tu vois, quand je voyais qu'il y avait des choses qui étaient faites, voilà, en faveur du bien-être des salariés, en faveur des femmes, en faveur des causes, tu vois, qui me tiennent à cœur, je voyais que c'était avant tout politique et qu'il y avait pas une vraie envie de changement ou une vraie envie d'apporter quelque chose derrière. Donc déjà, je me reconnaissais pas là-dedans. J'en avais marre de me donner à 200 pour ces projets-là qui étaient pas les miens et ce qui est drôle, c'est que j'avais déjà entamé en fait cette, réflexion de reconversion avant mon burn-out. J'avais pris un coaching en reconversion parce que justement je me posais ces questions et je me disais que peut-être que l'entrepreneuriat c'était la réponse, adéquate et j'avais commencé tout un travail. Bon, j'ai un petit burn-out des familles entre-temps, tu vois? Donc j'ai fait ce travail sur pause et je l'ai repris derrière et en fait, le fait de me reposer pendant le burn-out, ça m'a vraiment, enfin, ça a vraiment permis, en fait, de laisser reposer ce projet et de revenir et de dire: «Ouais, en fait, c'est ça», tu vois? C'est vraiment la l ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie et là, je me suis dit: «Allez, go, c'est parti». Mmh, ouais, ouais, ton burn-out, il t'a vraiment laissé le temps de d'infuser, en fait, ce sur quoi tu as pu travailler pour te sentir prête finalement à faire ce choix-là et Exactement, ouais. ouais, ça a été un difficile mais beau moment de transition. Bah, exactement, en fait et puis au début, je l'ai pas accepté mon burn-out. Tu vois, quand on m'a arrêtée, je continuais à faire 1000 choses parce que, tu vois, genre, je me suis dit: «Bah, c'est une affaire d'une semaine, je suis un peu fatiguée, mais du coup, bah, bon, bah, je vais pouvoir aller 2 fois plus au sport. Bon, bah, je vais pouvoir en profiter pour ranger toute la maison et faire du tri et ci et ça» et genre et au début, je voulais pas accepter
Et je me suis dit: «Mais en fait», mon médecin il m'avait dit: «Mais là, ça sert à rien ce que tu fais parce que je t'arrête, mais tu te reposes pas». Donc jusqu'au moment où il a fallu que je me dise: «OK, vraiment, prends le temps». Et c'est à ce moment-là, je pense que le vrai travail de reconstruction s'est fait et que ça a vraiment porté ses fruits. Mais je trouve qu'il y a eu 2 étapes. Ça a été l'étape, «reconnaissance» entre guillemets par les médecins et l'étape, acceptation du burn-out par moi-même. Ça a pris, un bon mois, tu vois, avant que je l'accepte. Mmh. Et est-ce qu'il y a d'autres professionnels après qui t'ont aidé dans cette transition-là ou c'était principalement, ton médecin et puis toi qui étais en arrêt et du coup tu faisais, ta popote de ton côté? Bah, je sais ça a surtout été de mon côté. J'ai voulu voir, enfin, j'ai vu un psychiatre, mais honnêtement, j'ai pas du tout accroché. Enfin, c'était quelqu'un qui était pas là pour parler, tu vois? C'était juste quelqu'un qui était là pour te donner des médicaments et ciao bye et ça allait pas du coup avec moi, ma vision, parce que j'étais là en mode: «Mais pourquoi tu me donnes des antidépresseurs et tout?» Enfin, je ne suis pas dépressive, je ne vais pas bien, je vais bien, c'est juste que je suis fatiguée, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de parler, de repos, mais j'ai pas besoin que tu me gaves d'antidépresseurs, tu vois? Ensuite j'ai, voulu voir, une psychologue, ça ne l'a pas fait non plus et je me suis dit: «Mais en fait, je vais faire ce travail moi-même, je vais prendre du temps et je vais faire ce qui me fait du bien, je vais me poser les bonnes questions» et j'ai fait, ça faisait beaucoup rire ma coach quand je disais ça, mais je disais que j'ai profité de mon burn-out pour peler l'oignon. Donc c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, je me suis posé des vraies questions, tu vois, que j'avais pas le temps de me poser quand j'étais trop la tête dans le guidon de: «Qu'est-ce que je veux vraiment?» tu vois? Une fois que j'enlève, les couches, tu vois, les attentes de la société, les attentes de mes proches, les attentes que je me suis mise à moi-même, l'image que je renvoie, l'image que je veux renvoyer. Toutes ces étiquettes, en fait, une fois que j'enlève un petit peu tout ça, tu vois, qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je vaux vraiment? Parce que ça, c'était très difficile pour moi de trouver ma valeur dans autre chose que dans le faire. Tu vois, juste d'être et de respirer, j'ai de la valeur, tu vois? Mais je me rendais pas compte et il a fallu que je me pose là-dessus et de me dire: «Mais en fait, tu as le droit de t'accorder de la douceur, tu as le droit de t'accorder du repos, tu as le droit de t'écouter». Ça fait pas de toi quelqu'un de faible, ça fait pas, de toi, pardon, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc tout ça, en fait, c'est un travail que j'ai pu faire, grâce, à mon burn-out et je pense que si je l'avais pas fait en burn-out, je serais pas aussi, alignée, tu vois? J'aurais pas un mindset aussi bon aujourd'hui, sans ça, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que, enfin, c'est fou comme les épreuves, ouais, les expériences, en tout cas de la vie nous forgent et sur le coup, on se rend pas compte pourquoi ça nous arrive et puis au final, on comprend, en quoi ça a pu être bénéfique, surtout si, comme tu dis, on développe aussi l'état d'esprit qui nous permet de faire de ça une force, en fait et de pouvoir avancer et tu parles justement de enlever, ouais, ces couches de l'oignon, j'aime bien l'image. Des attentes de la société et cetera. Justement, quand tu as choisi de te diriger après vers l'entrepreneuriat qui est aussi allez, un peu à l'encontre aussi de la norme, d'avoir ton petit CDI bien tranquille, ta C'est sécurité clair. financière et puis c'est bien. Comment est-ce que tu as vécu du coup, après ce burn-out, le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat? Toi personnellement, comment est-ce que tu as vécu ça? Comment est-ce que tu t'es sentie, dans ce nouveau métier en fait? Il a vraiment fallu que j'apprenne, enfin moi j'ai appelé ça faire mon deuil. En fait, il a fallu que je fasse mon deuil des attentes de la société et mon deuil de l'image que je renvoyais. Alors ça peut peut-être paraître, narcissique ou égocentrique ou ce que tu veux, mais j'appréciais l'image de personnes, «successful» entre guillemets que je renvoyais, parce que, j'ai suivi la voie royale. Je suis la première de ma famille à avoir eu le bac, je suis la première de ma famille à avoir fait des études. Et donc du coup, j'ai été vue, tu vois, par mes proches déjà comme un succès, comme que waouh, tu vois? Genre elle a «grimpé» entre guillemets l'échelon social, et ben, on va pas se mentir, tu vois? Genre, j'ai voulu miser, sur le meilleur master RH de France, c'était important pour moi d'être major de promo. Quand je suis sortie, bah, j'ai eu des très beaux postes à responsabilité directement. Enfin, tu vois, quand on te dit: «Ah oui, tu manages, déjà à 22 ans, tu as une équipe de plus de 100 personnes» ou «Ah oui, tu es responsable France pour une entreprise, pour une multinationale à 24 ans». Enfin, j'avais des attentes fortes et enfin dire la société me renvoyait que c'était ça la bonne image, tu vois, à être, mais sauf que moi j'étais pas bien, tu vois? J'avais coché un peu toutes les cases. Bon, bah, voilà, le master, le CDI, j'avais acheté mon appartement, tu vois, du coup avant mes 25 ans, tu vois? Donc j'étais là, propriétaire et cetera et j'avais coché toutes ces cases qui te rendaient successful aux yeux de la société et pourtant j'étais pas bien. Mais du coup, il a fallu que j'apprenne à
à être vu comme un «échec» entre guillemets aux yeux de la société et à l'accepter. Et peut-être que certainement aujourd'hui les gens doivent se dire: «Mais attends, elle est folle, elle avait un poste, de ouf». Moi on m'a quand même dit, moi j'ai quand même un pote qui m'a dit: «Mais de quoi tu te plains? Tu gagnes bien ta vie, reste dans ton job». Et il va me dire: «Mais en fait l'argent c'est pas un driver pour moi parce que tu passes énormément de temps au travail donc si tu es juste là pour l'argent, bah, tu vas pas être très heureux quand même dans ta vie ou alors tu trouves tes sources de bonheur ailleurs». Mais je trouve que moi le travail doit être quand même une source de plaisir et de satisfaction. Mais du coup, ouais, ils ont su dire: «Mais elle est folle, elle a un travail hyper bien payé, elle a un beau poste, elle a la situation un petit peu rêvée, elle approche de la trentaine et là, elle dit un peu, bah, "merde à tout" entre guillemets. Elle quitte son CDI, elle se lance dans l'entrepreneuriat, elle va passer d'un salaire hyper confortable, bah, forcément, bah, pas de revenus au début, le temps de monter son entreprise et cetera. Elle s'inscrit au chômage, tu vois? C'était vraiment Mmh. ce truc de: «Bon, bah, je vais peut-être être vue, comme un échec ou comme ayant redescendu entre guillemets «l'ascenseur social» auprès des personnes qui voyaient qui avaient cette image de moi. Mais en fait, c'est pour mon bien, c'est pour que je m'éclate dans ce que je fasse, c'est pour que, je sois plus alignée avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie et que je trouve du sens en fait, dans mon quotidien. Donc Mmh. heu, donc voilà, le petit, chemin qu'il a fallu traverser. Mmh. Et est-ce qu'aujourd'hui tu es OK avec ça ou c'est quelque chose sur lequel tu travailles encore? Non, je pense qu'aujourd'hui, je suis OK parce que on va dire, je suis droit dans mes bottes. Je sais ce que j'ai envie, je sais ce que j'ai quitté aussi, je sais pourquoi je l'ai quitté. J'ai plein de projets, j'ai plein d'envies. J'ai aussi rencontré et échangé avec des personnes qui étaient dans le même, cas que moi, soit à la même étape, soit, plus avancées et enfin, tu vois, genre, je me dis: «Je suis plus heureuse». Tu vois, genre, je suis plus épanouie, je suis plus heureuse, j'adore me lever chaque matin, et enfin, je fais les choses pour moi. Donc je trouve du sens dans ce que je fais et ça, je trouve que ça n'a pas de prix, quoi. Mmh. Ouais, et c'est vrai que la notion de sens et de contribution, enfin, c'est pas un truc qu'on nous enseigne, en fait, à l'école ou même qu'on montre dans la société et on dit, bah, comme tu dis, tu vois, la sécurité financière avant tout, qu'est-ce que tu vas te faire chier à quitter ton travail alors que tu es bien payé. Mais en fait, tu l'as dit aussi, on passe le plus grand temps de notre vie, à l'école et au travail. Donc si tu fais pas quelque chose qui te plaît, ben, c'est compliqué de pouvoir être épanoui, en fait, et je pense qu'il y a moyen que chacun trouve un job qui l'épanouisse, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus fait pour tout le monde. C'est C'est un clair. métier à part entière, mais dans tous les cas, c'est possible, en fait, de trouver un truc qui nous plaît. Mais comme tu l'as dit aussi de par ton expérience, bah, ça demande de se laisser du temps pour se poser les bonnes questions et de laisser l'espace aux réponses d'arriver, en fait. Exactement, puis aussi de tester, de voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, et de comprendre qu'il y a pas qu'une seule voie. Enfin, moi, tu vois, j'ai toujours été persuadée, j'étais très, je sais pas si c'est formaté ou si c'était moi-même fermée d'esprit ou je sais pas, mais tu vois, pour moi, il y avait une voie et c'était pas possible et tu sais, limite, de me dire: «Si un jour je me casse la figure sur cette voie, mais genre ce sera fini», tu vois? Enfin, mais je trouve que c'est très français aussi. Enfin, moi, je sais, par exemple, que, quand j'ai fini mes études, du coup, j'ai ma dernière année, mes 2 dernières années, je les avais fait en alternance à Auchan, donc en RH et quand ils m'ont proposé le poste derrière, j'avais beaucoup hésité parce que j'avais à côté un poste de responsable RH qu'on me proposait aussi et je me suis dit: «Bon, responsable RH, je reste dans ma filière versus un poste de management comme ça, genre c'est une superbe opportunité, mais je sors des RH» et tous mes profs me l'ont déconseillé. Ils m'ont dit: «Non, mais si tu, sors des RH, déjà, tu ne pourras jamais y re-rentrer. Si tu restes dans la grande distribution encore un peu, même si tu as été dans d'autres choses avant et bah, tu seras étiqueté grande distribution et tu ne pourras plus travailler dans un autre secteur». Et moi, j'étais en mode: «Ouais les gars, j'ai 22 ans. Là, vous êtes en train de me dire que pour un choix de carrière, genre ça y est, c'est fini, je me ferme toutes les portes. Non mais, moi j'ai pas envie d'être qu'une seule chose dans ma vie», tu vois? Enfin et ils m'ont fait douter beaucoup, j'ai beaucoup hésité, et en fait, ce qui a été le déclencheur, c'est que c'est aussi l'année où j'ai perdu une amie qui a eu un accident et qui est décédée et je me suis dit: «Mais en fait, la vie est trop courte, pour, suivre les étiquettes, suivre les règles et ne faire son choix que parce qu'on te dit que c'est la sécurité». Elle me dit: «Mais écoute un peu ton instinct», ce que je ne faisais pas du tout et là, j'ai écouté mon instinct, je me suis dit: «Non, en fait, c'est ce poste-là que je veux» et ce qui est drôle, c'est que c'est grâce à ce poste-là que j'ai eu mon poste de responsable, RH derrière, parce que, les recruteurs, en fait, ont adoré, que j'ai une expérience à côté autre. Ils m'ont dit: «Mais en fait, ça t'a énormément apporté et même si tu as pas l'expérience RH sur ce métier,
en fait, on voit le potentiel et grâce à ce que tu as fait avant. Donc je me suis dit: «Bon, finalement, ils avaient tort ces profs». Ouais, c'est ça qui a permis de te démarquer au final. Et ouais, c'est vrai que c'est fou. Moi, c'est un truc qui m'énerve, hein. C'est aussi un truc pour lequel je me bats, j'agis et que je veux agir. C'est ce système scolaire qui nous enferme dans une case, en fait, de: «Tu dois faire comme ça», parce que le monde a évolué, mais le système scolaire, il est pareil depuis l'époque industrielle où on C'est formait clair. les gens à devenir des ouvriers, à tout le monde faire la même tâche pour, bah, voilà, le système de productivité, ça devait aller comme ça. Mais aujourd'hui, dans une société tellement, évoluée, diversifiée, avec plein de métiers nouveaux différents qui arrivent, on est toujours formé de la même façon. Mmh. Ouais et Il y puis a un après problème quelque ouais, part. c'est ça et puis tu fais la même chose et tu sais, ça fait un peu mouton, tu vois? Et c'est vrai que, bah, quand les gens sortent un peu du cadre et bah, ils sont vus d'une manière différente, d'une manière un peu plus négative et finalement, c'est eux qui vont faire des belles choses. Enfin, moi, j'ai plusieurs exemples dans ma classe de personnes, qui, rentraient pas dans les cases de l'école, mais bah, par exemple, il y avait Thomas Burbidge qui était dans ma classe, qui rentrait pas dans les cases, on va dire, classiques de l'école et il a fait des choses de fou, il a suivi son instinct et il est impressionnant. Mais tu vois, genre, tu rentrais pas dans les cases de, bah, c'est l'école, c'est comme ci, comme ça, enfin et je trouve qu'il faut une audace et genre une confiance en soi et un instinct de ouf pour se dire: «Bah, non, on m'enseigne ça depuis 15 ans, depuis 20 ans et bah, moi, non, je vais faire ce que j'aime». Enfin, moi, il m'a fallu du temps, tu vois? Il m'a fallu un burn-out pour le comprendre. Mais tu en as qui le comprennent dès l'école, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils le comprennent par eux-mêmes et que l'école laisse pas la place, en fait, à ce genre de réflexion, en fait. Bah, ouais, c'est sûr. Ouais et enfin, c'est mon cas. Moi, je suis pas du tout passée par la case, salariale. Là, j'ai décidé de lancer mon entreprise pendant ma dernière année d'études en communication et de continuer directement après ça et c'est vrai que ça fout les boules, clairement. Mmh, Parce que même là, en toute transparence, c'est le moment où, OK, ben, mes potes, elles trouvent leur CDI, il y en a qui ont continué un master, il y en a qui commencent à s'installer avec leurs copains et tout. Moi, je suis célibataire, je suis entrepreneuse, j'habite encore chez mes parents et je me dis: «Mais je rêve pas du tout, en fait, d'avoir des enfants, d'avoir un mari». Genre là, le truc qui m'anime, c'est mon entreprise, de contribuer au changement du monde, à ce en quoi je crois et ça fout les boules de te dire ouais, que t'es tout seul, entre mmh, gros guillemets, parce que t'as pas cette image, enfin, t'as pas dans ton environnement proche ou en tout cas dans, les normes de la société, ce genre de modèle et c'est pour ça que moi, ça me plaît autant d'avoir ce podcast et d'échanger aussi avec des gens qui font des trucs différents pour montrer qu'en fait, d'autres réalités sont possibles et en fait, la réalité, c'est celle que nous, on se crée pour nous et qui nous éclate nous et oui, c'est douloureux de se confronter aux étiquettes de la société parce que c'est remettre en question, en fait, le modèle dans lequel, on a grandi, dans lequel on a été éduqué. Mais comme tu dis, ça demande du courage et en fait, c'est intéressant aussi de quand on ouvre les yeux avec cette, approche différente sur la société, de voir qu'en fait, il y a aussi plein de gens qui sont comme ouais. nous. Non, c'est clair. Plein de Il faut gens qui se sortir cherchent et qui de sont voilà, qui sont aussi à l'encontre de ce qui se fait et qui vivent très bien leur vie, en fait. ouais, faut sortir du mode pilote automatique, en fait, mais il faut avoir la place pour sortir de ce mode parce que moi, c'est une de mes plus grandes frayeurs, c'est d'arriver à la fin de ma vie, entre guillemets, et de se dire: «Mais en fait, j'ai passé une partie de ma vie en pilote automatique, je me suis jamais posé les questions, tu vois, de pourquoi je le fais, pourquoi je le fais pas». C'est drôle, Mmh. je rebondis sur tes trucs d'étiquette, bah, moi, je vais bientôt avoir, 30 ans et c'est vrai que, du coup, alors déjà, je passe du CDI à l'entrepreneuriat. Donc, tu sais, dans l'image des gens, tu es un petit peu bizarre. Ensuite, bah, la trentaine approchant, tu as forcément droit aux fameuses questions: «Et les enfants? Nin nin nin». Là, je dis: «Bah, non, je n'en veux pas». Donc double échec aux yeux de la société. Enfin, tu sais, et les gens me disent: «Mais pourquoi t'en veux pas?» Moi, j'adore leur répondre: «Et toi, pourquoi t'en veux?» Parce qu'en soi, moi, je ne change rien à ma vie. C'est toi qui vas faire un changement dans ta vie. Donc si tu fais le changement, c'est toi qui dois te poser la question «Pourquoi?» Sauf que Mmh. c'est tellement ancré dans la société qu'on ne se pose pas ce genre de questions. Donc il faut du courage et surtout, je pense que faut prendre les conseils auprès des personnes à qui on a envie de prendre les conseils. Parce que les conseils de tata Ginette, les conseils de tes proches, les conseils de tes profs qui ont fait le même métier depuis 40 ans et qui sont pas du tout à la page, les conseils de tous les conseils en fait non sollicités, faut juste, fermer, ses les écouteurs et ne pas les prendre en compte parce que tu auras tellement de gens qui vont transférer leur peur sur toi et qui vont te décourager. Enfin moi je sais que, les gens autour de moi ont plus peur que moi, tu vois? Que j'arrive à vivre ma vie, tu vois? Et à m'en sortir et moi je suis là: «Non, je me fais confiance, j'ai un projet, j'y crois, je connais ma valeur, je connais, la rigueur de mon travail et cetera, ça va le faire, tu vois? Mais les gens, tu vois, transfèrent leur peur sur toi et vu que eux ne le feraient jamais,
Et bah, tu vois, ils se sentent obligés de vouloir te faire peur et tu as envie de dire: «Mais les gars, tranquille, enfin, au pire, c'est pas vous, hein, c'est Ouais, c'est ça. respirez, ça va bien se passer». Ouais, c'est ça, parce qu'on vient, chatouiller leurs propres insécurités et leurs propres peurs et ouais, c'est vrai que les conseils, je pense qu'ils sont toujours donnés avec une intention bienveillante, sauf qu'ils reflètent pas forcément ce dont nous on a besoin, en fait, sur le moment T. Donc comme c'est important ce que tu dis de pouvoir faire le tri, en fait, dans ce qu'on reçoit et de si OK, on veut vraiment des conseils, vraiment un avis constructif sur ce qu'on fait, bah, de choisir aussi à qui on s'adresse C'est et ça. ça peut même être très bien, bah, voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de partager avec une de nous aussi, ce que vous pensez, enfin, les gens qui sont là sur les réseaux sociaux à partager des trucs, je pense que ça leur fera grand plaisir de pouvoir échanger sur ce qu'ils font et d'aller questionner, en fait, d'être curieux, d'aller questionner les autres métiers qui existent, les autres façons de faire, d'écouter aussi des podcasts, des interviews pour se rendre compte, en fait, des autres réalités qui existent et trouver les bonnes personnes et les bons corps de métier aussi à qui s'adresser en fonction de, bah, ce dont nous on a besoin et ce que nous on a envie, d'avoir comme information, comme conseil et autres, quoi. Exactement. Je pense que de toute façon, en plus, envoyer un message à quelqu'un pour en savoir plus sur sa vie, son parcours, son métier, enfin, jamais personne ne le prendra mal. Enfin, au contraire, Mmh. tu vois, genre, si tu ce que tu fais, et cetera, enfin, tu partager, tout le monde a quelque chose à s'apprendre et à s'apporter, peu importe son niveau, son âge, son métier, enfin, on a tous des choses à s'apporter mutuellement et faut pas avoir peur, en fait, de si on l'a pas dans son entourage proche et bah, d'aller créer ses rencontres et ses opportunités et l'échange, enfin, c'est un des meilleurs moyens de se nourrir, de s'inspirer, et de grandir, quoi. Donc faut pas avoir peur. Faut juste pas écouter les gens qui te disent: «C'est pas le bon moment», parce que ce ne sera jamais le bon enfin, moi, on me l'a dit, hein, quand, j'ai commencé à me dire: «Bah, je vais peut-être, me lancer dans l'entrepreneuriat», on m'a dit: «Bah, tu es sûre?» Ouh là, pardon, c'était mon chat. On m'a dit, «Tu es sûre? Non mais, c'est un peu jeune, tu veux pas faire une autre expérience en salariat avant?» On va dire: «Mais c'est jamais le bon moment, enfin, quand tu as moins de 30 ans, c'est pas le bon moment parce que tu es jeune et tu manques d'expérience. Quand tu as entre 30 et 50 ans, bah, c'est pas forcément le bon moment parce que bon, généralement, tu deviens parent ou autre et tu te dis: "Bon, bah, c'est pas le bon moment", tu es dans d'autres, Ouais, j'allais problématiques dire: et «C'est le moment après» d'avoir des enfants», donc voilà, c'est ça et après 50 ans, bah, non, c'est pas le bon moment, tu es trop vieille, tu vois? Donc tu as envie de dire: «Mais c'est jamais le bon moment, quoi». Donc le bon moment, c'est celui qu'on décide et il est entre nos mains, quoi. Donc voilà. Ouais, ouais, mais si, merci de le dire et c'est vrai que, ouais, il y a jamais de bon moment et parfois, enfin, on a toujours tendance à se poser 1000 questions, à dire: «Non, mais j'attends encore un peu», mais en fait, si tu te lances pas, tu peux pas le savoir et c'est en te lançant, en disant: «OK, je démarre», le plus petit pas, peu importe ce que c'est, bah, c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer et construire le projet, autour de ça, en fait, mais c'est pas avec des suppositions qu'on construit quelque chose de concret et qu'on a des réponses. Non, mais exactement. En fait, faut pas avoir peur de se tromper, faut pas avoir peur de faire des trucs nuls, faut pas avoir peur enfin, de toute façon, les premières fois, c'est jamais grandiose. Enfin, j'imagine que si on regarde tous notre premier post Instagram, peu importe, enfin, la 1re action qu'on a fait, dans 3, 5, 10 ans, on se dira: «Bon, c'était pas fou». Mais en fait, c'est cette action que tu peux considérer comme pas ouf, qui va, en fait, être le déclencheur pour toutes les autres et il y a que comme ça, en fait, que tu vas tester, apprendre, améliorer, analyser qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi, ça n'a pas marché, te poser les bonnes questions en fait. C'est OK, tu as un échec, qu'est-ce qui m'apprend et comment je peux faire mieux derrière? Et c'est la seule façon en fait d'apprendre, c'est de se mettre en mouvement. Parce que tu peux réfléchir à 1000, c'est comme une offre, tu peux réfléchir à ton offre pendant 1000 ans, essayer de la construire aux petits oignons et cetera. Tant que tu vas pas la tester, sur le marché et que tu pas de retour dessus, bah, ça reste dans ta tête, c'est pas réel quoi donc ne pas avoir peur de tester, de se tromper, et d'en tirer les leçons, quoi. Ouais, ouais, clairement. Ouais, parce que c'est sûr que ce qu'on appelle l'échec ou l'erreur, en fait, c'est la plus belle manière d'apprendre. Et encore une fois, ça, c'est pas un truc qu'on nous dit à l'école non plus, Pas du mais tout. pourtant, c'est comme ça que ça marche. Ah ouais, Et j'avais mmh une peur, viscérale de l'échec quand j'étais plus jeune. Mais mmh. vraiment, hein, c'était, enfin, je le redoutais. Pour moi, c'était un échec, c'était la fin du monde. Et aujourd'hui, tu vois, genre, j'ai changé alors je dis pas, ça fait jamais plaisir, tu vois, un échec. On est d'accord, on n'est pas là en mode: «Wouh!» genre, «J'ai échoué, génial». Mais maintenant, tu vois, je le prends vraiment comme un espèce de cadeau, tu vois? Et de dire: «Bon, bah, qu'est-ce que j'en apprends?» et ça je trouve que l'échec te permet de te poser les bonnes questions. Parce que quand tout roule, bon, bah, limite, tu peux facilement être en pilote automatique, avoir un peu la tête dans le guidon et ne plus te poser les bonnes questions. Alors que quand ça marche pas,
Bah, c'est le moment, tu sais, de prendre un pas de recul et dire: «OK, pourquoi ça n'a pas marché? Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que je peux mieux faire? Est-ce que ça n'a pas marché parce que peut-être que est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Est-ce que je suis pas partie dans une direction autre?» Enfin, ça permet tellement de se poser des bonnes questions que, échevons tous, en fait. Ouais, ouais, c'est sûr et puis ça donne une saveur plus belle aux victoires. Toutes les petites victoires qu'on a, en fait, on se dit: «Ouais, genre, OK, j'ai galéré, mais j'y suis arrivé». J'ai l'impression qu'en tout cas, on a plus de satisfaction personnelle quand ça a dû être difficile Mmh. que quand c'était facile, en fait, parce que, bah, c'était facile donc voilà. Oui, c'est ça, et puis, ça permet aussi de plus savourer les victoires parce que tu as souvent, on a aussi tendance à, bah, si tu enchaînes les victoires, bah, à dire tout de suite: «OK, ça a marché, bon, bah, quoi de plus maintenant? Et quoi encore? Et quoi encore?» tu vois? Alors que quand tu as un petit peu galéré, bah, tu peux prendre le temps de dire: «Ah, enfin, ça y est, j'y suis arrivé», et ouais, ça a une saveur, comme tu dis, ça a une saveur particulière, Mmh. le succès après l'échec. Ouais, 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 c'est sûr. Bon, on arrive tout doucement à la fin de notre échange. Moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi la plus belle leçon que l'entrepreneuriat t'ait apprise jusqu'à aujourd'hui? Hem Alors, la première qui me vient en tête, je pense, c'est que c'est pas parce que tu entreprends seul que tu es seul. Et ces dernières semaines, tu vois, au début, au tout début, j'osais pas trop échanger avec les gens, tu vois? Alors, je sais pas si c'est une question de légitimité ou je sais pas trop, mais tu vois, genre, peut-être, j'étais là en mode: «Bon, bah, je fais des trucs dans mon coin», et j'osais pas échanger. Et ces dernières semaines, j'ai échangé avec plein de nanas notamment, mais géniales. Et en fait, c'est là, bah, comme je disais, que ça t'apprend le plus. Et que tu trouves tout ce que tu veux. Tu trouves de l'inspiration, tu trouves du soutien, tu trouves, de l'apprentissage. Enfin, je trouve que voilà, faut bien retenir que c'est pas parce que tu entreprends seul que tu es seul. Et la deuxième leçon, je dirais, c'est que, alors ça va faire un peu phrase bateau Pinterest, hein, mais vraiment, c'est de comprendre que ça se joue sur la longueur et que c'est pas les plus forts, tu vois, qui vont réussir, c'est juste les plus persévérants. Et que du coup, faut pas se cramer dès le début, tu vois? Faut pas cramer toutes ses cartouches dès le début, faut comprendre que ça va être long, que justement, tu vois, ça va être un peu les montagnes russes, mais faut se dire que, faut se faire assez confiance pour savoir que peu importe ce par quoi tu vas passer, tu sauras te relever. Et que le but, c'est pas de ne pas avoir d'échecs, mais c'est justement d'apprendre à se relever derrière et en tirer les leçons et continuer d'avancer malgré tout. Mmh. Ouais et c'est vrai que cette notion du temps que ça peut prendre, c'est un truc dont on parle pas et on expose toujours aussi les réussites ou les projets quand ils sont terminés. Alors que tout le processus, ça peut prendre, des mois, voire des années. Ça dépend encore une fois le projet, mais c'est important de se laisser du temps et bien sûr que c'est pas, le premier mois que: «Ah super, tu vas faire 10K par mois en travaillant 5 heures par semaine», C'est comme les ça. trucs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Genre, c'est pas la vraie vie, en fait et l'entrepreneuriat, c'est un métier à part entière qui a aussi ses codes et voilà, ça demande aussi un certain état d'esprit puisque Mmh, tout repose sur nos épaules. Donc c'est aussi se laisser le temps bah, d'être formé à ce nouveau métier-là exactement. et savoir aussi mettre son ego de côté pour, bah, accepter de se former et comme tu dis, cette notion un peu de culture de l'échec quoi, Mmh, et puis savoir se surtout de remettre pas en question se et ouais. améliorer, Et chaque pas se fois. comparer, tu vois? Ça, t'en Mmh. parlais, tu vas de regarder un peu ce que les gens font, tu vois? «Oh, il a réussi rapidement, il a pas réussi rapidement». En fait, tu à vouloir t'inspirer, notamment avec les réseaux sociaux où chacun montre un petit peu la partie, sexy de l'iceberg, tu vois? Tu peux vite te comparer et te dire: «Non mais moi, je fais pas ça encore. Non mais moi, c'est pas bien ce que je fais à côté. Non mais je suis nul» et cetera. Et tu peux vite, en fait, à vouloir t'inspirer, te comparer et rentrer dans une espèce de spirale négative. Donc ça, je pense qu'il faut bien réussir à l'identifier, tu vois? La frontière entre l'inspiration et la comparaison, Mmh. pour pas, tu vois, genre, parce qu'on met en avant les succès rapides, les succès, heu, waouh, tu vois? Genre mes 100 premiers cas, mes 10 premiers cas par mois, tu vois? Comme tu dis, en travaillant 10 heures, les doigts de pied en éventail à Bali, enfin, mais on montre beaucoup moins un peu le goût de l'effort, tu vois, qu'il y a parfois derrière. Et moi, j'ai vu, par exemple, une publication ce matin. Je sais plus c'est qui parce que c'est arrivé dans mes publications suggérées, mais une fille qui disait: «Bah, là, je suis en train de faire des dédicaces pour mon livre. Mon entreprise, elle a mis plusieurs années à marcher au point que j'ai dû reprendre un travail salarié et tout, mais j'ai jamais rien lâché et aujourd'hui, genre, je suis arrivée à un point où, bah, ça y est, tu vois, je touche enfin le succès mais ça n'a pas marché en 3 mois, en 6 mois». Enfin, et je trouve que ça, on le met pas assez en avant, on fait pas assez preuve de vulnérabilité, tu vois? On aime bien montrer ce qui a marché, mais je pense qu'il faut aussi, commencer à montrer ce qui marche pas et partager ses échecs
et c'est autant inspirant, voire même plus inspirant, je pense, que les histoires de succès, les success stories, hyper rapides, Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr et c'est vrai quoi, ce goût de l'effort, il est intéressant et par rapport à la comparaison, moi, c'est un truc que je dis à mes clientes, genre: «Enlève de ton compte Instagram toutes les personnes que tu suis et auxquelles tu te compares. Ça ne te sert à rien». Surtout quand tu es au début et que tu as besoin déjà de devoir développer ta confiance en toi, en ton projet, croire en ce que tu fais, tout construire. Si en plus tu vas regarder tout ce que font les autres. Stop, il faut arrêter. Donc il faut aussi se c'est une manière aussi d'arrêter de s'auto-saboter que de ouais, regarder ce que font les autres et de se dire: «Non mais OK, ça ne me sert pas en fait». Vivre sa vie par procuration dans les stories Instagram, c'est pas ça qui va servir, notre entreprise, mais même juste notre épanouissement juste ouais, personnel, c'est quoi. clair. Ouais, se créer en fait un cocon Instagram, faut que ce soit ton cocon où tu te sens bien. Enfin si genre, dès que tu ouvres Instagram, tu dégoûté de ta vie et genre, tu te compares et tu te sens nul, enfin, change, tes abonnements Instagram. Enfin, c'est aussi pour que tu te sentes bien, c'est ça le truc de l'entrepreneuriat. On parle beaucoup des montagnes russes de l'entrepreneuriat et ça, je trouve, c'est aussi quelque chose qui est vachement mis en avant, c'est le côté extrême. Tu vois? Mmh. Genre des très, très gros, des très, très, des hauts très hauts justement et des bas très bas, tu vois? Et je trouve qu'il y a une espèce de storytelling poussé, tu vois, à Oui l'extrême sur et ces comme si bas c'était et hauts, normal comme si surtout c'était d'avoir ça, normal, alors que c'est co pas normal. comme c'est pas normal. Enfin, tu envie de dire, ça sera jamais un long fleuve tranquille, mais tu vas faire en sorte que les montagnes russes, elles soient quand même, dans une courbe plus restreinte, tu vois? Non, c'est pas normal d'aller très, très bien, puis d'être, 6 pieds sous terre pendant 3 mois. Enfin, Ouais, c'est, mais tu vois, c'est les montagnes russes de l'entrepreneuriat. voilà, tu vois? Et Des c'est claques. les claques et tout, mais oui, tu vas en prendre, mais genre, c'est comme ceux qui sont limite fiers de dire: «J'ai pas pris de vacances depuis 3 ans, je n'ai pas pris un seul week-end depuis, 6 ans». Tu envie de dire: Mmh. «Mais cool, tu es un bon candidat au burn-out et genre, mais je pense pas que ce soit pour ça que tu as monté ton entreprise». Enfin, l'entrepreneuriat, même si on adore ce qu'on fait, ça reste un pan de sa vie et pas sa vie, quoi. Donc Ouais, c'est ça. faut faire attention aussi aux modèles et aux rôles modèles qu'on suit et qui nous envoie parfois cette image un peu biaisée de l'entrepreneuriat, qui nous fait en fait nous sentir mal, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça et creuser un peu la vérité derrière, voir un peu plus la palette complète que juste u une petite partie de ce que la personne a décidé de partager sur les réseaux, quoi Exactement. et c'est vrai quoi, ça pourrait être encore un autre sujet, mais on va pas rentrer trop dans le Là, on débat, mais repart sur un deuxième podcast là. la ouais, tout ce truc de la valorisation de la dévalorisation, en fait. Mmh. C'est vraiment ça. C'est, «Ah, moi je suis malheureux», «Ah, moi je fais ça» ou, «Ah oui, j'ai dû», enfin, même voilà, tous les gens qui partagent, à quel point ils vont pas bien, mais pas de manière constructive non plus. Enfin, Mmh. je sais pas, bref, il y a tout aussi un truc à propos de ça. Oui, ça, j'ai l'impression que sur alors je vais rarement sur LinkedIn, mais j'ai l'impression que sur LinkedIn, c'est un peu ça en ce moment. Tu as beaucoup de storytelling. La dernière fois que j'ai ouvert mon LinkedIn, j'ai d'ailleurs arrêté de l'ouvrir après ça, c'était un mec qui disait qu'il avait été SDF pendant des années et que maintenant il était millionnaire. Mais en fait, son SDF, il disait qu'il n'avait pas d'endroit fixe, qu'il enchaînait les Airbnb, autour du monde. Mais tu es pas Ce n'est SDF pas ça alors? SDF, enfin genre, Genre, OK, excuse-moi sans de domicile fixe, mais voilà, c'est mais pas la définition que nous on a des c'est SDF, ça quoi, et enfin. c'était tu vois, je trouve que tu as des discours un peu, où le seul but, c'est de faire pleurer dans les chaumières, mais que c'est pas constructif, tu vois? Et tu t'inventes, je vais pas dire que tu t'inventes une vie, mais tu mets plus de drama que nécessaire et toi, quand tu es juste entrepreneur dans ton coin et que tu vis pas ta best life à Bali ou tu as pas, vécu un drame, affreux et bah, limite, tu te dis: «Mais, est-ce que je suis dans la norme? Est-ce que j'ai quelque chose à apporter parce que moi, je suis pas passée par tout ça?» ou et on va me dire: «Mais oui, en fait, il existe une version plus «saine» entre guillemets et normale, même s'il y a jamais de normalité, mais plus classique en tout cas de l'entrepreneuriat que ces extrêmes de comme tu dis, de valorisation et de dévalorisation, quoi. Mmh. Ouais et ce que tu dis, ça boucle la boucle un peu, c'est que même quand on est dans l'entrepreneuriat, on va aussi avoir les étiquettes. L'entrepreneur Exactement. digital nomade, l'entrepreneur qui fait, 10 K, l'entrepreneur qui a, ses, qui fait des conférences, qui a, ses employés, enfin, c'est aussi toutes des cases différentes et c'est juste de voir, OK, dans quoi est-ce qu'on choisit de s'embarquer et surtout être, développer son ouverture d'esprit sur ce qui se Mmh. fait et sur c'est quoi la réalité et surtout, c'est quoi la réalité que moi je veux vraiment, tu Ouais, vois? c'est ça, se reposer les questions de son ambition dans l'entrepreneuriat parce que, Mmh. des fois, tu as des trucs, si tu veux pas gagner 100 K ou avoir une équipe de 10 personnes dans 3 ans, tu vois, genre, tu es pas légitime à être entrepreneur, tu vois? C'est limite ça parfois. Mais se dire, en fait, tu es entrepreneur pour suivre tes rêves, tu es pas devenu entrepreneur pour suivre les rêves des autres. Donc si Ouais. toi, ton but, c'est de rester, solo dans ton coin, de déléguer parfois à droite à gauche si besoin, mais de rester solo sinon, de faire tes,
ce qui est déjà très bien, tu vois, mais faire 2-3 cas par mois et de vivre ta petite vie en travaillant peu et en profitant à côté de ta vie, mais tu es tout aussi légitime à être entrepreneur que celui qui veut faire 100 K, 1 million, qui veut avoir une équipe de 5 personnes. Enfin, il y a autant d'entrepreneuriat que d'entrepreneurs et faut pas on a quitté les étiquettes du salariat ou de la société en général, c'est pas pour revenir se mettre des étiquettes dans l'entrepreneuriat, quoi. Moi, c'est un truc que j'aime bien dire en tout cas, c'est, je suis pas devenue entrepreneur pour suivre le rêve des autres. Mmh. Voilà, on Ouais, en ouais, c'est revient vrai. à la question se poser la question de savoir ce qu'on veut vraiment. La boucle est bouclée. Ouais, 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 trop bien. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'était un super échange et j'ai hâte que les auditeurs et auditrices ou les spectateurs YouTube puissent écouter ça, cet échange parce que c'était bien riche. Donc merci à toi. Bah, merci à toi, c'était trop, trop cool. Je sais pas combien de temps on a parlé, mais merci à ceux qui vont nous écouter jusqu'au bout. On a Ouais, bien ouais, c'est sûr. papoté. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager le podcast, nous taguer en même temps, mettre un petit commentaire, des petites étoiles ou quoi, ça soutient le podcast et ça nous envoie du love aussi. Donc merci à ceux Carrément. qui Puis feraient comme ça. on disait, à venir échanger, on mord pas et on adore échanger, toi comme moi. Donc avec plaisir. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, salut. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.